Bonjour Roland Gori, donc vous êtes psychanalyste, membre de l'espace analytique et professeur émérite de psychopathologie clinique des universités. Vous êtes aussi l'initiateur de l'appel des appels, donc regroupant des professionnels du soin, du travail social, de la justice pour résister à l'idéologie libérale, selon vous, détruit délibérément tout lien social. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe et comment en fait cette idéologie libérale cherche à détruire ce lien social et surtout quelles sont ses motivations? Oui, alors, si vous voulez, on ne peut pas dire, bien évidemment, qu'il y a une idéologie libérale qui vise à détruire le lien social. C'est davantage une conséquence qu'une volonté politique. Je veux dire, je ne crois pas à une espèce de théorie du complot qui aurait amené les néolibéraux, si vous voulez, à détruire le lien social ou à modifier les pratiques professionnelles de telle manière, finalement, qu'elles ne peuvent plus exercer convenablement leur métier. C'est pas une volonté politique, on va dire que c'est une des conséquences du néolibéralisme, c'est-à-dire finalement de ce qui se produit depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire finalement c'est tout un courant de pensée, notamment américain, mais qui vise à promouvoir la conception d'un homme économique, d'un homme entrepreneur de lui-même, qui finalement se gérerait un peu comme une entreprise, qui a pour conséquence que cela met à l'arrière-plan tout ce qui est protection de l'état social, tout ce qui est, pourrait-on dire, accès, égalité d'accès à la santé, à la justice sanitaire. Et c'est quand même constitué, si vous voulez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de ce qu'on appelait la déclaration de Philadelphie en mai 1944 du Bureau international du travail, de considérer que si on ne voulait plus voir dans le monde et en Europe les crimes et les horreurs des guerres qui ont pu se produire, il convenait notamment de faire reposer l'ensemble des institutions sur la base d'une justice sociale. De cette justice sociale, elle ne pouvait finalement exister que par un accès justement des populations à l'éducation, aux soins et à la santé. Donc il y a eu comme ça développement, un peu dans tous les pays du monde, il y a eu développement d'un certain nombre de systèmes de protection sociale qui sont fondés sur la solidarité. Finalement, une solidarité dont on peut dire qu'elle était née un peu dans les maquis. C'est bien sûr un peu mythique, ce que je suis en train de dire, sans doute très schématique, mais je crois que ce qu'on vient de considérer, c'est que ce mythe de solidarité nationale issu des maquis et cette volonté, si vous voulez, de protection des peuples, finalement, c'est progressivement délité au nom justement de la libre concurrence, au nom de la dérégulation du marché. Pour être très très clair et très très simple, on peut dire que le gouvernement Ronald Reagan et le gouvernement Margaret Thatcher ont finalement énormément contribué. Ils sont à la fois et le symptôme et le symbole de cette destruction d'une certaine manière de penser le monde, de penser les autres et de se penser soi-même. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on voit progressivement se mettre en place une autre conception de l'humain, une autre conception, si vous voulez, de l'existence, une autre conception, pourrait-on dire aussi de l'État, une autre conception de la nation. Donc, vous me parliez de l'appel des appels, vous évoquiez la question de l'appel des appels, je crois. Il va de soi que l'appel des appels, c'est finalement un collectif de praticiens, de professionnels, justement du soin, de professionnels de l'éducation, de professionnels de la justice, de professionnels de l'information, de journalistes aussi, de professionnels du travail social, si vous voulez, des professionnels de la culture, n'est-ce pas, qui finalement considèrent que la manière dont aujourd'hui on leur demande de considérer leur pratique professionnelle, c'est-à-dire finalement d'extraire la dimension la plus technique, la plus rentable, celle qui peut se quantifier, celle qui peut, si vous voulez, se marchandiser, pour dire les choses très simplement, et ben, fait passer à l'arrière-plan la finalité même de leur métier. Pour prendre un exemple très simple, à partir du moment où ce qui compte à l'hôpital, c'est la tarification d'activité, c'est-à-dire finalement l'étalonnage des actes de soins sur la base de l'argent qu'ils font rentrer à un pôle médico-chirurgical, ce qui passe à l'arrière-plan, c'est le soin, et ce qui passe au premier plan, c'est finalement le prix que rapporte l'acte de soin. Donc voilà, on pourrait prendre l'exemple aussi à l'université, mais c'est vrai
malheureusement, actuellement, dans tous les pays du monde occidental, pour aller très vite, n'est-ce pas, on voit bien comment ce qui compte, c'est moins la qualité d'une recherche que les lieux où cette recherche est publiée, c'est-à-dire les impact factors des revues, c'est-à-dire la popularité des revues, le lectorat d'une revue, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, le plus important devient, pourrait-on dire, l'aspect technique, le plus important devient l'aspect, pourrait-on dire, financier, et le moins important, c'est ce pourquoi, justement, ces pratiques avaient été fondées, c'est-à-dire l'éducation, les soins, la justice, le travail social ou l'information. On voit bien, d'ailleurs, dans votre métier, par exemple, de journaliste, on voit bien comment ce qui prévaut, ce qui prime, c'est pas la qualité de l'émission, on peut en parler, ce qui prime, c'est finalement le nombre, justement, d'auditeurs que vous allez avoir, c'est une logique de d'audimat, et ce qui compte éventuellement, c'est le nombre de commentaires que vous allez produire. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que on change un peu de monde, on n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans un monde qui tend, par le progrès, l'émancipation sociale, finalement, de garantir, si vous voulez, la paix, de garantir, si vous voulez, l'évolution de l'humanité. On est plutôt dans un monde où la planète tout entière devient finalement un lieu de marché. Alors, je schématise parce que, bien sûr, c'est justement pour ça que vous dites qu'on assiste donc à un cloisonnement des savoirs et une sorte d'utilitarisme qui tend à privilégier donc les sciences dures par rapport aux sciences sociales. Alors, oui, enfin, entre autres, c'est-à-dire qu'il va de soi, par exemple, que dans cette vision du monde, dans cette conception du monde, si vous voulez, d'une espèce de financiarisation de l'humain et de toutes les activités qui sont les siennes, eh bien, il va de soi que dans ce type de conception, on va davantage se tourner vers les recherches qui produisent de la technique, qui produisent des applications, qui apportent quelque chose d'immédiat, mais quelque chose de quantifiable, quelque chose qui puisse participer à l'économie industrielle financière, plutôt que, bien sûr, tout ce qui relève du champ des humanités, que ce soit les sciences humaines, sociales, l'art, la culture, etc. Ça paraît secondaire, ou bien ça fait partie du décor, mais ça n'est pas, pourrait-on dire, l'axe de fond. Or, on peut considérer, je crois que c'est par exemple un affaire essentiel, vraiment d'un philosophe auquel je m'intéresse beaucoup, c'est Walter Benjamin, n'est-ce pas? Pour Walter Benjamin, il va de soi que justement, l'inutile peut être essentiel. Il donne l'exemple de l'enfant qui essaie d'attraper la lune telle une balle, n'est-ce pas? Et il dit, cet enfant, justement, qui essaie d'attraper la lune comme une balle, ça fait partie d'un jeu, ça fait partie d'une illusion, et pourtant, ça grandit son cœur, ça grandit son âme, ça grandit même son intelligence. Donc ce point est absolument essentiel chez Walter Benjamin, et comme vous le savez d'ailleurs, à cette phrase absolument merveilleuse, lorsqu'il parle du levain de l'inachevé, il dit que peut un adulte marcher, que ne peut plus un adulte apprendre à marcher. Si vous voulez, je crois que après la Deuxième Guerre mondiale et les abominations, les crimes nazis qui ont été passés, n'est-ce pas, je crois qu'il y avait l'attente, n'est-ce pas, d'une humanité de l'homme, une humanité dans l'homme qui puisse être préservée. Je crois qu'après, avec la dérégulation du marché, le marché nécessaire, je ne conteste pas, bien sûr, l'économie libérale, c'est pas le problème, mais avec la dérégulation, justement, de cette économie libérale, avec sa financiarisation qui prévaut, justement, aussi sur la production des objets et des services qu'elle peut rendre, eh bien, à partir de ce moment-là, l'humanité, elle est passée un peu à la trappe. Donc, voilà pour dire concernant les choses. Concernant la question. Donc justement pour lutter contre cet universalisme culturel, donc c'est pas forcément par des grands changements politiques et des retours en arrière vers quelque chose de plus socialiste ou même on peut dire communiste, c'est simplement en réapprenant la valeur des petites choses que l'homme peut retrouver sa dignité. C'est ça le message que vous voulez faire passer. Ça fait partie du message. Je crois effectivement, si vous voulez, que c'est d'ailleurs justement l'impasse peut-être des systèmes socialistes auxquels vous faites allusion, c'est que finalement ils n'ont considéré aussi l'humain que sur la base du travail. Alors que Hannah Arendt nous a beaucoup plus apporté à ce niveau-là. Elle nous a montré justement que, si vous voulez, le problème même de l'analyse marxiste, c'est que quelque part, elle était sous l'ombre même de ce qu'elle dénonçait, c'est-à-dire de considérer essentiellement l'humain comme un producteur économique. Ce qui n'était pas faux. Cette dimension existe, bien évidemment. Le capital, ça existe, le travail, ça existe, la théorie, ça existe. C'est pas ça. Simplement, je crois qu'avec Hannah Arendt, on fait un pas de plus
C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est la culture. Et que sans cette culture, il n'y a pas d'humanité. Et je crois que c'est un point très important. Cette culture, effectivement, elle peut tout à fait apparaître et naître à partir de la vie quotidienne. C'est pas seulement les grands systèmes politiques. Et d'ailleurs, je crois que, si vous voulez, on voit bien comment aujourd'hui, le mouvement des indignés, que vous connaissez, le mouvement des indignés qui a lieu aussi bien, n'est-ce pas, à Paris, à la Défense, aussi bien à Madrid, aussi bien à Athènes, aussi bien à Jérusalem d'ailleurs, n'est-ce pas, aussi bien, si vous voulez, aux États-Unis, le mouvement des indignés vient témoigner d'une posture, pourrait-on dire, morale et intellectuelle de refus de voir l'humain financiarisé. Donc et cette posture morale et intellectuelle, elle vient justement parce que la politique s'est avérée incapable de gérer, pourrait-on dire, ce drame d'une espèce de déshumanisation. Parce que la déshumanisation, et vous savez très bien ce dont il s'agit, je veux dire, cette déshumanisation qui a pu opérer de manière épouvantable, de manière abominable, n'est-ce pas, à plusieurs époques de notre histoire récente, n'est-ce pas, cette déshumanisation, elle provient aussi d'une objectivation de l'humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on objective l'humain, on le dépouille de la signature qui fait effectivement l'espèce humaine, c'est-à-dire ce caractère d'humanité, c'est-à-dire ce besoin, n'est-ce pas, d'être reconnu par l'autre et de se sentir responsable de l'autre. Là aussi, l'Évinas nous a beaucoup apporté sur, n'est-ce pas, cette éthique qui est fondée sur la responsabilité que je peux avoir par rapport à l'autre. Et la nécessité aussi du visage de Roland Gori. Oui. Roland Gori, donc psychanalyste, membre de l'espace analytique et auteur et initiateur de l'appel des appels. Merci. Merci à vous.